Bonjour, bienvenue sur BTP Informatique. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est la première fois que je reçois un héritier des cathédrales du XIIe siècle. C'est un petit peu comme ça que je peux vous cataloguer. André Malicot, bonjour. Alors vous êtes directeur de la formation, des études et de la recherche des compagnons du Devoir et du Tour de France. C'est un nom à longueur, on va y revenir. On va déjà prendre le premier mot. Le mot de compagnon, de compagnonnage, c'est pas un peu rétro, c'est quelque chose qui accroche chez les jeunes? Alors, je ne sais pas si ça parle encore aux jeunes, mais il y a encore beaucoup de jeunes qui viennent vers les compagnons du devoir. Donc, c'est quelque part, ça leur parle. Mais c'est vrai que le terme compagnon et compagnon du devoir est un peu hermétique. Il fait rêver beaucoup de personnes, mais derrière ce rêve, ils ne savent pas beaucoup quelle réalité mettre. Si je veux juste m'attacher au mot compagnon, si j'en prends l'origine, c'est cum panis, celui avec lequel je partage le pain. Donc, ce qui est fort, et je crois ce qui intéresse les jeunes dans le compagnonnage, c'est l'idée de communauté, de partager avec d'autres, de vivre entre jeunes. D'accord. Ça c'est très important dans le compagnonnage. Donc ça, ils le comprennent encore, ça les intéresse? Alors ça, ils le comprennent encore, oui, parce qu'ils sont très attachés, par exemple, à la vie du Tour de France, à la vie dans les maisons de compagnons, où ils sont quelque part, j'allais dire, en autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de responsabilités qui leur sont données dans les maisons de compagnons et dans la vie au quotidien. Et ça, les jeunes apprécient énormément la confiance qui leur est faite. Ça veut dire que le terme de devoir que vous avez rajouté au terme de compagnon, il s'applique autant d'ailleurs à l'apprenti qu'à l'entreprise, et c'est un terme qu'ils apprécient. Alors, oui. Le devoir, c'est un terme qui fait parfois un peu peur. On préfère parler souvent des droits, et on oublie qu'on a des devoirs. Compagnon du devoir, pourquoi? Et quel est le devoir du compagnon? Eh bien, le compagnon se donne le devoir de transmettre. Le devoir, c'est pas compliqué, c'est le devoir de transmettre. Ce que je sais, ce que je suis, c'est parce que quelqu'un un jour a accepté de me le donner. Et ce qui me forme, c'est ce que d'autres ont accepté de me transmettre, de me donner. Donc moi, aujourd'hui, je ne suis qu'un passant, et je vais à mon tour m'engager à transmettre ce que d'autres m'ont déjà donné. Le devoir du compagnon, c'est le devoir de transmettre ce qu'il a lui-même reçu d'un autre. C'est donc une chaîne. Oui, celui qui est apprenti s'engage donc dans le futur à transmettre. C'est son devoir. Il y a différentes positions dans le compagnonnage. L'apprenti, c'est le jeune qui arrive, qu'on accueille, auquel on va permettre de découvrir son métier et d'apprendre les bases de son métier. Ça, ce jeune, à ce moment-là, il vient chez nous, il va essayer de vivre la vie dans la maison des compagnons, mais il ne va pas nécessairement s'engager à transmettre. Il faut d'abord savoir quelque chose pour pouvoir le transmettre. Donc il va d'abord apprendre. Et puis ensuite, on va lui proposer de développer son apprentissage du métier, de le compléter. Et ça, c'est le sens du Tour de France. C'est-à-dire d'aller à la rencontre de tous les autres hommes de métier, les femmes et les hommes qui pratiquent son métier et qui ont une partie de la connaissance du métier. Il va aller les rencontrer et il va compléter sa formation. C'est le voyage, c'est le fameux Tour de France des compagnons. Et puis, au cours de ce voyage, où il va s'enrichir, apprendre plein de choses, c'est là que peu à peu, il va être invité à réfléchir, mais est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi m'engager après à transmettre? Et donc, c'est le passage entre ce jeune apprenti qui est devenu itinérant parce qu'il voyage d'entreprise en entreprise, de ville en ville, sur son Tour de France. Ce jeune, à un moment, il va se dire, moi aussi, je pourrais peut-être m'engager à transmettre. Ou les compagnons vont l'inviter à dire, mais écoute, tu pourrais pas toi aussi t'engager à transmettre? Et à ce moment-là, il ne va pas être, il va devenir compagnon, c'est-à-dire celui qui accepte de partager et qui va partager ce qu'il a reçu lui-même des autres. Donc, ce temps d'apprentissage, il est le même. On a l'habitude de dire que le temps qu'un bébé va mettre à marcher, qu'il soit né en 2012 ou en 1012, est le même. Ce temps, il est identique aussi pour l'apprentissage, cet apprentissage? Alors, bon, d'abord, depuis le temps. Oui, alors on apprend en gros à marcher dans une même fourchette de temps, mais il y en a qui apprennent beaucoup plus tôt, il y en a qui apprennent un peu plus tard, et puis on constate que ceux qui ont appris les premiers ne deviennent pas forcément des champions de course à pied. Et donc, je dirais qu'il y a un temps d'apprentissage qui peut être variable selon les personnes, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été le premier tout de suite qu'on ne sera pas un bon professionnel après. Moi, je crois effectivement que dans l'apprentissage, ce qui est important, c'est de reconnaître la place du temps.
de la durée. On en apprend, comme on dit dans l'expression populaire, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des phases. Il y a un moment, il faut acquérir les bases. Il y a un moment, ensuite, il faut compléter sa formation. Mais le monde est toujours en mouvement, les techniques sont toujours en mouvement, il y a toujours à apprendre. Donc, chez nous, l'apprentissage, il est tout au long de la vie. Hein, même si il y a un moment particulier où on a le statut juridique d'apprenti dans l'entreprise. Mais on fait son apprentissage toute la vie. Alors, justement, on parlait d'entreprise. Oui. Le compagnonnage, moi, je le vois bien sur le côté, j'allais dire, maréchal Ferrand, pour caricaturer un petit peu, mais... Alors, je vais m'arrêter sur les images que vous avez évoquées, les compagnons bâtisseurs de cathédrales, les compagnons maréchaux ferrants, etc. C'est vrai que dans l'imagerie populaire, on a ce côté un peu, j'allais dire, vieillot, hein, des gens qui sont attachés au patrimoine, au passé, etc. C'est vrai, on y est attaché parce que le compagnonnage avec 8 siècles d'existence l'a construit. Et c'est son histoire, c'est son passé. Donc, il ne faut pas renier ce qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le compagnonnage ne s'est pas arrêté là. Hein. Quand je parle des fois du compagnonnage, je prends souvent une comparaison. Je mets deux diapos côte à côte, le pont du Gard et le viaduc de Millau. Et je me dis, ce sont deux ouvrages d'art, 2000 ans d'écart. Ils ont une même fonction, traverser une vallée pour faire de la fluidité. Et quand on pense compagnon, on pense plus pont du Gard que viaduc de Millau. Et en fait, je dis, les deux ouvrages là, sont pour moi l'archétype de ce qu'est le compagnonnage. Pourquoi ? Parce que le pont du Gard, à l'époque où il a été construit, c'était certainement le mieux de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ouais. Hein. Et comme le viaduc de Millau est aujourd'hui une expression vraiment forte des savoir-faire des gens de métier. Il y avait des compagnons sur le viaduc de Millau. Alors, il y avait des compagnons sur le viaduc de Millau, dans les entreprises, oui, puisqu'on travaille dans les entreprises. Donc, alors, ils ne s'identifient pas forcément comme compagnons, hein, mais il y en avait qui travaillaient dans les entreprises qui ont construit le viaduc de Millau, comme il peut y en avoir demain dans celles qui peuvent restaurer le pont du Gard. Donc, effectivement, vous savez, pour nous, l'essentiel, c'est d'être au meilleur des savoir-faire dans son époque, au moment où on est en train de pratiquer son métier. Et vous avez l'impression que les entreprises aujourd'hui ont conscience de ça? On entend beaucoup de discours d'entreprises qui dégraissent, entre guillemets, les personnes qui ont l'expérience, on les met à la retraite pour faire des gains, sans penser forcément à ce passage de relais. Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il faudrait légiférer? Est-ce qu'il faut l'imposer? Vers où va-t-on là-dessus? Nous, on est très attachés à la transmission, à la notion de transmission. Et la transmission, c'est mettre ce qu'on possède en la possession d'un autre. Et c'est vrai que ça passe souvent par un lien entre les générations. Et quand je parle de ça, d'ailleurs, je ferai le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'un métier, ça se réduit à des techniques? Donc on est très attaché à cette transmission des plus anciens vers les plus jeunes. Ça nous paraît important pour un bon nombre de raisons. C'est vrai que le plus ancien n'a pas forcément la connaissance de la technique actuelle. Le jeune peut apprendre ça tout de suite à l'école, etc. Mais la technique, pour moi, c'est un objet d'enseignement et ce n'est pas forcément un objet de transmission. Quand on pratique un métier, non seulement il faut posséder le savoir-faire technique, c'est essentiel, mais ça tout le monde peut l'avoir. Et il y a une autre chose qu'on oublie parfois, c'est qu'il faut avoir l'intelligence des situations. C'est-à-dire savoir mettre en œuvre la technique au bon moment, dans la bonne situation. Et ça s'apprend avec l'expérience. Et c'est là que la transmission du plus ancien vers le plus jeune peut apporter quelque chose. Il y a des expressions populaires très simples qui disent « on va choisir un tel parce que lui, il sait y faire ». Le savoir y faire, ça s'analyse comment? Savoir y faire, c'est le fruit de l'expérience. Et on ne sait pas trop comment le mettre en boîte, puis on ne sait pas trop comment l'analyser. Eh bien, dans la transmission, il faut se dire qu'il y a ça qui passe aussi. Il y a ce savoir y faire, il y a cette intelligence des situations. Et puis aussi, il y a d'autres éléments qui sont, pour moi, assez fondamentaux dans la pratique d'un métier. C'est un certain nombre de valeurs. Alors le mot peut surprendre aujourd'hui, mais je crois qu'il a une importance. Je vais prendre un exemple. Si vous comparez un menuisier et un charpentier, ils travaillent tous les deux le même matériau, ils ont à peu près les mêmes techniques d'assemblage, ils ont à peu près les mêmes machines pour travailler leurs pièces de bois, et ce n'est pas le même métier. Où est la différence? Eh bien, elle est souvent dans le comportement qui est attendu des gens. Un menuisier, c'est quelqu'un qui travaille souvent, même s'il est dans un atelier avec 40 personnes, qui travaille souvent seul. On lui confie un ouvrage qu'il a réalisé du début à la fin.
même si c'est un élément d'un plus grand ensemble. Mais c'est quelqu'un qui va prendre le plan et qui va ensuite fournir la pièce toute faite. Il est moins en équipe, oui. Il est plutôt individualiste. Vous prenez le charpentier, vous ne pouvez jamais lever une charpente tout seul. Et si vous n'avez pas un esprit de corps, un esprit d'équipe, si vous ne faites pas un avec celui qui est chargé de conduire la manœuvre, vous ne serez pas un bon charpentier. Et je crois que dans la transmission, justement, et ça, pour moi, c'est la force de l'alternance. Quand on est dans l'entreprise, quand on est dans le monde professionnel, on apprend cela. Ce qu'on n'apprend pas forcément dans d'autres modes, où on peut très bien apprendre les techniques. Dans l'entreprise, on n'a pas droit à l'erreur sur le plan technique. À l'école, on a le droit à l'erreur, c'est bien, parce qu'on peut apprendre et se perfectionner. Par contre, quand on est en entreprise, on a à découvrir tout ce qui va être l'environnement du métier. Donc, vous nous parlez des charpentiers, c'est bien ça, on revient vraiment à l'époque, mais sur BTP informatique, il y a quand même une partie informatique. Est-ce que les jeunes, ils sont formés à cette informatique? Est-ce qu'il y a des compagnons qui s'intéressent à ces sujets-là? Alors, je suis sûr que quand vous avez cité le mot charpentier et que vous pensiez aux compagnons, vous aviez dans la tête des poutres en chêne massif, chevillées, etc., à la traditionnelle. Oui, les charpentiers font ça, mais par exemple, ils ont été les pionniers de tout ce qui a été les techniques en lamellé-collé. Et aujourd'hui, s'il y a un développement fort de la construction de maisons à ossature bois, les compagnons y sont pour quelque chose, puisque nous avons créé un institut de la charpente et de la construction bois qui avance là-dessus. Et aujourd'hui, quand on est dans les techniques contemporaines ou dans la réponse aux besoins contemporains, on ne peut pas ignorer les techniques de conception d'aujourd'hui. Donc, il est clair que dans nos formations, il y a automatiquement aussi, avec le trait traditionnel, il y a aussi appel à tout ce qui est DAO, CAO, bien sûr. Je pourrais même vous dire qu'on a créé à Nantes un pôle multicompétences ouvert à tous nos métiers, qui est plus spécialisé dans tout ce qui est dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies appliquées à la conception et à la construction, que ce soit dans le bâtiment, dans la mécanique ou dans la métallurgie. Et on a un institut supérieur de recherche et de formation au métier de la pierre, donc métier ô combien traditionnel chez les compagnons, qui est reconnu au niveau national comme pôle d'innovation nationale des métiers de la pierre et qui a engagé un travail très important actuellement sur tout ce qui est la chaîne numérique dans la conception d'une construction d'un bâtiment en pierre. Donc oui, on est complètement dans ces nouvelles technologies, c'est indispensable. Et quand vous parlez de nouvelles technologies, on pense aux tablettes, par exemple, qu'on retrouve de plus en plus dans le métier du bâtiment. Est-ce que là, ce n'est pas l'inverse? Est-ce que ce ne sont pas les apprentis qui vont enseigner le compagnonnage aux anciens? Est-ce qu'il y a ce transfert aussi dans l'autre sens? Alors ça, c'est toute la richesse de la transmission, c'est qu'on peut s'apprendre mutuellement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, les anciens s'y sont mis aussi. Quand vous êtes dans une entreprise, que vous travaillez dans une entreprise, eh bien, vous savez bien que, par exemple, pour tailler une charpente, il vaut mieux avoir une machine automatisée que de faire ça, par exemple, à la main. Quand vous avez des bordures de trottoir en pierre massive à faire sur des kilomètres et des kilomètres, une machine automatisée sera aussi efficace que ce que vous allez faire à la main. Par contre, il y a des parties qu'il faudra garder au niveau de la main. Mais j'allais dire presque contrairement à ce qu'on peut penser parfois, et ce qui nous pose quelques soucis, c'est que les jeunes, ils sont très en pointe au niveau des nouvelles technologies pour eux-mêmes, mais quand ils parlent métier et qu'ils viennent chez les compagnons, ils voudraient presque retrouver du traditionnel. Et on a parfois besoin de leur dire, mais attendez... venez avec vos compétences. Venez avec votre savoir votre acquis, oui. Actuel. Le métier demain aura besoin de tout cela. Et aujourd'hui, il faut bien sûr donner des bases manuelles, mais il faut complètement intégrer ces nouveaux outils. Alors on a deux catégories de jeunes. Il y en a qui sont tout de suite dedans et d'autres qui disent « Ah mais moi je voudrais d'abord… » Il y a une séparation entre le monde personnel qui utilise la tablette et le monde du bâtiment qui voudrait l'utiliser. Parfois, oui. Je me souviens de quelqu'un qui disait, il parlait des jeunes Basques, qui disait quand ils sont étudiants à Bordeaux, ils sont en jean. Et quand ils reviennent dans le Pays Basque, ils remettent la tenue. Nous, c'est un peu l'inverse. Quand ils sont jeunes, avec les jeunes, ils sont en jean ou ils sont avec la tablette. Et des fois, quand ils viennent dans le compagnonnage, ils laisseraient leur tablette de côté. Il vaut mieux qu'ils viennent avec. Alors, on est parti des cathédrales tout à l'heure. Dans le bâtiment, il y a aussi tout ce qui va être
efficacité énergétique, enfin toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce que ça, vous en tenez compte aussi? Alors, Comment vous évoluez là-dessus? Oui. On lance des expériences actuellement sur des maisons basse consommation. Hein. Ça, c'est clair. C'est même aujourd'hui, on a une activité, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on a une activité formation continue, donc en direction des entreprises et des salariés des entreprises. C'est à peu près 7 à 8 000 entreprises, stagiaires de la formation professionnelle que nous accueillons chaque année. Hein. Donc c'est un volume non négligeable. Eh bien aujourd'hui, beaucoup de nos interventions en formation sont sur ces domaines-là. Hein. Aujourd'hui, on a formé des spécialistes pour pouvoir intervenir sur ces nouveaux sujets. Hein. Et tout ce qui a été le Grenelle de l'environnement, on l'a complètement digéré. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être d'abord dans son siècle. Si on a pu traverser 8 siècles, il faut être dans son siècle, il faut être avec les problèmes d'aujourd'hui. Hein. Un métier, c'est avant tout un service. On rend un service quand il est utile dans la société. Aujourd'hui, c'est ces problèmes-là, on est dessus.